vont offrir une conférence sur le thème de la maltraitance en contexte de pandémie, avec un accent particulier sur l'agisme et sur l'isolement social. Je vois que vous êtes présents en très grand nombre. J'en suis ravie. J'en profite aussi pour saluer, là, au nom de Julie Després, la région de la Montérégie. Julie Després, qui malheureusement ne peut pas être là aujourd'hui, compte tenu d'une blessure. Donc, d'entrée de jeu, d'emblée, on pourrait se poser la question, pourquoi une conférence sur ce thème, sur le thème donc de la maltraitance en contexte de la pandémie, quand on voit approcher la fin de la pandémie à grands pas? Parce qu'avant tout, la pandémie a pris une bien grande place dans nos vies depuis la dernière année, particulièrement dans la vie des personnes aînées. Le confinement, la distanciation physique comme mesure de santé publique ont exacerbé certains facteurs de risque à la maltraitance, notamment l'isolement social. Bien des aînés du jour au lendemain se sont retrouvés seuls ou encore plus seuls avec l'accès souvent limité aux services de soutien et d'assistance qu'ils avaient l'habitude de recevoir. Dans l'ensemble, les conséquences de ces mesures ont eu un impact sur la santé physique, la santé mentale, la santé cognitive et sur le bien-être général des personnes aînées, ce qui a contribué à augmenter leur vulnérabilité. On le sait, ces impacts pour certains aînés seront durables. À Montréal, les partenaires ont été très préoccupés par l'isolement des personnes aînées lors de la dernière année. Autant des acteurs du corps policier, de la Direction régionale de santé publique, des secteurs institutionnels, communautaires et municipaux, et plusieurs actions et initiatives ont été développées pour briser l'isolement engendré par la pandémie. On doit se rappeler aussi que même si nous sommes en période de déconfinement, les personnes aînées sont plus à risque de subir les contre-coups liés à l'isolement, comme nous l'indique l'INSPQ, du fait que les personnes aînées sont plus nombreuses à vivre seules et utilisent moins les nouvelles technologies de communication. L'INSPQ nous indique aussi que le déconfinement chez les aînés sera donc plus progressif et va limiter les occasions pour eux d'interaction et l'accessibilité aux ressources et aux lieux de rassemblement comme les centres de jour, les centres communautaires, les centres commerciaux, etc. Pour les aînés, le déconfinement risque donc d'être plus lent et plus graduel. Quand on passe à l'agisme, les personnes aînées ont été perçues comme un problème, des personnes à confiner, souvent blâmées pour l'ampleur de la crise sanitaire. Nous avons bien des choses à apprendre en ce qui concerne notre perception du vieillissement et la pandémie nous permettra, on l'espère, d'en tirer des leçons. À noter aussi qu'un troisième plan d'action de lutte à la maltraitance est en chantier qui explore notamment le thème de l'agisme. L'agisme qui est présent dans différents milieux comme les milieux de vie collectifs, les milieux de travail, les services de santé, les services sociaux, ainsi que dans les médias et les publicités, et touche les jeunes et les moins jeunes aînés et aussi l'agisme qui n'est pas sans conséquences. Rappelons-nous aussi qu'avec le vieillissement de la population, l'agisme a le potentiel d'affecter de plus en plus de personnes à mesure que la population vieillit. Voilà donc toute la pertinence d'une conférence qui porte sur la maltraitance en contexte de pandémie. Et sans plus tarder, je donne la parole à Mme Marie Beaulieu. Merci beaucoup, Maric Baudry. C'est vraiment un réel plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Bonjour tout le monde. Écoutez, vous êtes plus de 300. C'est vraiment, on ne s'attendait pas à avoir autant de gens avec nous. Maric l'a bien amené, mais je me permets de le répéter. Le 15 juin de chaque année, c'est la Journée internationale de lutte contre la maltraitance envers les aînés. Au Québec, on a l'habitude de l'appeler aussi la Journée du ruban mauve. Donc, si vous voyez des gens qui portent le petit ruban mauve sur eux-mêmes, c'est vraiment la signification. Et d'emblée, quand on nous a rejoints à la chaire pour nous proposer le thème d'aujourd'hui, on a répondu positivement parce qu'effectivement, traiter d'agisme, traiter d'isolement social, traiter de tout ce contexte de pandémie est hyper important. Donc, sans plus tarder, si vous le voulez bien, je vais démarrer mon PowerPoint et peut-être que Julien saura me dire, c'est juste m'aviser si on le voit bien. C'est toujours le moment de plus grand stress quand on partage notre écran de s'assurer que tout va bien. Alors. Oui, Marie, simplement le mettre en diaporama, puis le tour va être joué. C'est ce que j'essaie de faire, mais il ne semble pas répondre. Je recommence. Et là, est-ce que ça va? Oui. Merci. Alors, d'emblée, un premier remerciement au gouvernement du Québec qui, depuis 2010, dans le cadre du premier plan d'action... je m'excuse, est-ce que je peux vous arrêter 2 secondes? Oui, mais... Excusez-moi.
C'est parce qu'on a le son de la salle d'attente tout le temps qui fait bip, bip, bip à travers les présentations. Donc, c'est difficile de se concentrer. Je suis désolée. Y a-tu la personne qui administre peut enlever la salle d'attente? Oui, je vais tenter de faire cette manipulation. Pas très long, désolé. Est-ce que c'est fait? C'est bon? Ah, Non. OK, donc on s'entend que Julien travaille là-dessus. Je commence quand même doucement. Je suis dans les remerciements, fait qu'on n'est pas encore dans le contenu qui demande trop de concentration. Je disais donc que le gouvernement du Québec m'a octroyé en 2010, et je le remercie beaucoup, une chaire de recherche sur la maltraitance envers les personnes aînées dans le cadre du premier plan d'action gouvernementale pour contrer la maltraitance. Cette chaire, elle est située à l'Université de Sherbrooke et plus particulièrement, nos bureaux sont au Centre de recherche sur le vieillissement. Dans la chaire, on a plusieurs mandats, des mandats de recherche, bien évidemment, mais aussi des mandats de transfert de connaissances, des mandats de formation. Et c'est toujours pour nous un réel plaisir à chaque année de faire de la sensibilisation à plus grande échelle sur cette journée reconnue, comme je le disais tout à l'heure, par l'ONU pour contrer la maltraitance envers les aînés. Un deuxième remerciement, bien entendu, à Marie Bertrand et à Julie Després pour nous avoir interpellés. Et je remercie aussi Julien qui est à la technique aujourd'hui, mais en fait, Julien, c'est mon bras droit. Il est beaucoup plus qu'à la technique. Il est derrière toutes mes activités et il est derrière cette conférence-là. Il joue toujours un rôle très précieux. Donc, j'arrive dans le vif du sujet. Pourquoi on veut aborder ce sujet-là aujourd'hui? D'abord, en parler, c'est reconnaître que la lutte contre la maltraitance occupe une place d'importance dans l'espace social. Et on le sait, ça a été amené par Marie tout à l'heure. Depuis mars 2020, la situation sanitaire mondiale montre que cette lutte doit dépasser l'action individuelle. On est collectivement interpellés. Et ce faisant, on doit embrasser différentes visions. Et celle qui nous a le plus marqué au cours des derniers mois, c'est celle de santé publique. Je pense qu'on a parlé plus de santé publique que jamais dans ce dossier-là. On a peut-être moins parlé de la criminalisation, de la maltraitance. Il y a quelqu'un qui a son micro ouvert. Je demanderais de fermer les micros, s'il vous plaît. Donc, bien, parfait comme ça. Merci. Est-ce que vous pouvez fermer les micros, s'il vous plaît? Merci. Alors, on a abordé donc l'angle de la santé publique et comme plusieurs ont dit en blague, il y a plusieurs personnes qui n'avaient jamais rencontré Horacio Arruda maintenant qui savent très bien qui il est. Alors, sur la prochaine diapo, juste un instant, mon écran est devenu tout noir. Est-ce que c'est toujours en mode diaporama, Julien? Oui. OK. Alors, le plan de la présentation, c'est d'abord de répondre à une question qui est qu'est-ce qu'on entend par la santé publique dans la lutte contre la maltraitance? Ensuite, c'est de parler de la GIS comme terreau fertile à cette maltraitance et d'aborder la question de l'isolement social. Et le tout va être suivi d'une période d'échange et de questions. Je vais parler maximum une trentaine de minutes parce qu'on vous laisse garder une bonne trentaine de minutes d'échange avec les gens. Donc, les principaux concepts au cœur de la présentation, d'abord, c'est de bien s'entendre sur comment on peut traiter de maltraitance en matière de santé publique. Il importe que je vous dise qu'au Québec, la santé publique était déjà intéressée à la maltraitance parce qu'il y a déjà 2 ans, en 2019, la santé publique a publié un rapport québécois sur la violence dans lequel nous avions écrit, nous, le chapitre sur la maltraitance envers les aînés. Donc, une approche de santé publique, c'est de reconnaître qu'il y a une multitude d'acteurs qui peuvent jouer des rôles différents à différents moments particuliers. D'abord, en prévention primaire, ce qu'on veut faire, c'est réduire, voire éliminer les facteurs de risque de maltraitance de la population en général. Je vous dirais que c'est les grandes campagnes de sensibilisation où on essaie de rejoindre tout public, un peu comme aujourd'hui. La prévention secondaire en santé publique, c'est d'essayer de cibler plus particulièrement
des personnes qui peuvent présenter des facteurs de risque qui sont associés à la maltraitance. Donc, de rejoindre des gens qu'on pense qu'ils peuvent être plus prédisposés que d'autres, non pas juste en question de leurs facteurs individuels, mais aussi du contexte de vie dans lequel ils sont à éventuellement subir de la maltraitance. Et le troisième volet de la prévention, selon une perspective de santé publique, c'est la prévention tertiaire, où on va intervenir auprès des personnes pour mettre un terme à la maltraitance, limiter son occurrence ou minimiser ses conséquences au maximum. Autrement dit, dans cette prévention-là, on travaille avec des gens qui en ont déjà vécu et on souhaite s'organiser pour que ces gens-là n'en revivent pas. Excuse-moi, Marie, le diaporama ne semble pas suivre. Il ne suit plus. Bon, ça ne va pas bien. On va, écoutez, je vais arrêter mon partage d'écran puis je vais le reprendre. Et désolée, aujourd'hui, on a des ennuis techniques. C'est des choses qui arrivent. Je vais reprendre les propos de notre ami de Radio-Canada, hein, les joies du direct. Alors, là, j'ai arrêté mon partage. Est-ce que je suis revenue complètement? Oui. Alors, je reprends mon partage. Alors. Et là, est-ce que ça va bien? Nous voyons concept au cœur de la présentation. Alors, la diapo que vous voyez en ce moment, c'est celle que je viens de vous relater, les 3 niveaux de prévention. C'est beau. C'est bien. Merci. On va la voir. L'agisme, c'est un terreau fertile à la maltraitance et on l'a vu durant et on va le voir encore après la pandémie. En fait, Marie le disait bien tout à l'heure, on a traversé 3 vagues. On semble être en train de s'en sortir et tant mieux. En même temps, il ne faut jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Ça va mieux, mais ce n'est pas complètement réglé. Mais on a fait beaucoup d'apprentissage en matière d'agisme dans cette crise socio-sanitaire majeure. Et vous allez voir que mes propos vont être appuyés largement sur des écrits internationaux parce que j'aimerais vous donner une mise en perspective globale pour qu'après, on discute ensemble de ce qui s'est passé au Québec. Donc, il y a quelques mois, l'Organisation mondiale de la santé publiait un important rapport sur l'agisme. Pour l'instant, leur synthèse est disponible en français, mais c'est une synthèse de quelques pages. Le rapport complet ne l'est pas, mais ça ne saurait tarder. Mais dans ce qui est disponible en français, vous voyez la fiche à droite où on nous dit clairement que l'agisme, ça se joue sur 3 niveaux différents. D'abord, des pensées. Donc, on développe des stratégies ou des stéréotypes très clairs, souvent très négatifs envers les aînés. Donc, on se fait une image négative des aînés. Ensuite, les sentiments. Les sentiments, donc, qui nous se rapportent à tous les préjugés qu'on peut avoir envers les gens. Donc, la pensée, c'est plus ce qu'on connaît. Les sentiments, c'est vraiment ce qu'on développe. Et tout ça peut se traduire ou non en différents comportements discriminatoires à l'endroit des personnes âgées. Donc, vraiment, comment je pense, comment je ressens et finalement, comment j'agis. Donc, l'agisme, ce n'est pas juste quelque chose qui est individuel. En fait, l'OMS, dans son travail, montre bien qu'on peut avoir de l'agisme institutionnel. On peut avoir de l'agisme interpersonnel, c'est-à-dire d'une personne à l'autre. Et il y a même des gens qui peuvent avoir de l'agisme envers eux-mêmes. On pourrait parler d'auto-agisme, donc diriger l'individu vers lui-même. Vous nous excuserez ici, nous avons pris une figure du rapport qui était en anglais parce qu'elle n'est pas encore traduite, mais elle nous semblait importante pour justement illustrer ces 3 volets que je viens de nommer. Donc, au centre, la personne qui a un agisme autodirigé, donc envers elle-même. Ensuite, l'agisme interpersonnel, donc des gens envers les autres. Et je vous dis tout de suite, ce qui est intéressant avec l'agisme, et la crise sanitaire l'a bien montré, des travaux de ma collègue Martine Lagacé de l'Université d'Ottawa montrent qu'on a eu de l'agisme intergénérationnel, donc des générations les unes envers les autres, mais on a même eu de l'agisme intragénérationnel, c'est-à-dire certains aînés envers certains autres. Donc, il n'y a pas nécessairement eu de solidarité dans les groupes. Et le 3e volet, le volet institutionnel, vous voyez qu'à gauche, on a une espèce de petit temple où on pourrait passer une bande pour en faire toute institution. Mais j'aimais bien le signe à côté qui est l'espèce de clapet du cinéma
pour nous montrer que c'est tellement intégré dans nos sociétés que ça peut être intégré dans notre culture, dans notre façon de représenter les aînés dans des films, ça peut être aussi dans nos façons de parler des aînés dans des médias. Donc, c'est très sournois. Et peut-être un des principaux messages que j'aurais envie de nous lancer à tous, c'est réfléchissons sur nos propres préjugés, nos propres conceptions agistes, parce qu'il semble bien que personne n'en soit exempt. Donc, ni vous, ni moi. Le traitement de l'information pendant la pandémie a montré, oups, là, il y a encore eu un problème d'écran. Je ne sais pas si pour vous, vous avez arrêté de voir mon PowerPoint. Oui, effectivement, on est rendu sur une page web et je ne comprends pas pourquoi, parce que moi, je n'ai rien touché. Alors, on va revenir encore une fois. Je vais retourner dans mon partage d'écran. Alors, est-ce que vous le voyez? Oui. Parfait. Donc, le traitement de l'information par le gouvernement ou les médias a été très, très différent selon les groupes d'âge, principalement dans la première vague. Donc, on parle dans 2020, entre mars et juin 2020. À travers le monde, on a réalisé que, entre autres, la compilation des décès des personnes aînées résidant en centre d'hébergement était lacunaire, voire inexistante dans plusieurs pays. Laissant passer parfois que leur mort était prévisible ou encore que leur mort était de moindre importance, ce qui est assez troublant. On a vu aussi toujours durant cette première vague-là une couverture médiatique qui laissait entendre que le virus était dangereux uniquement pour les plus âgés, ce qui contribua à une faible adhésion des autres groupes aux mesures sanitaires. Et ça, c'est des collègues canadiens qui ont vu ça, entre autres ma collègue Mme Fraser de l'Université d'Ottawa. Ça a donc eu pour effet d'augmenter la propagation du virus par des porteurs qui étaient asymptomatiques. Et dernier point, mais non le moindre, les médias sociaux ont joué un grand rôle et ont véhiculé, entre autres, des préjugés, des attitudes agistes qui ont exacerbé les tensions entre les générations. Et vous avez peut-être vu le mot-clic qui se dit en anglais « boomer remover ». Donc, si je traduis ça en français, ce serait comme si la COVID-19 était un solvant à personnes âgées ou un solvant pour les baby boomers. Donc, on voyait ici vraiment une façon de minimiser ce qui était en train d'être vécu par ce groupe d'âge. L'AGIS nous a aussi montré qu'il y avait eu un manque de préparation dans certains centres d'hébergement à travers le monde qui s'est accompagné d'un grand nombre de personnes aînées qui ont contacté le virus. Et vous le savez, au Québec, entre autres, ça a été dit clairement dans les différents rapports qu'on avait très bien préparé nos urgences, puis pour recevoir des gens, entre autres, aux soins intensifs. On a moins bien préparé les CHSLD, pensant pas que ça rentrerait si vite. Et il y a même certains cas qui ont été clairement documentés à Montréal où on a choisi de déplacer des aînés qui étaient hospitalisés vers des CHSLD. Ils n'avaient pas été testés, donc ces gens-là avaient contracté la COVID pendant qu'ils étaient au centre hospitalier et ils l'ont donc amené en CHSLD. Donc, le manque de ressources a pu forcer des équipes médicales dans certains pays à trier les patients admis aux soins intensifs selon leur âge chronologique. Et rappelez-vous, à quelques reprises, on a eu peur au Québec, qu'à un moment donné, on se retrouve à dire, entre autres, est-ce qu'il y aura des critères de mis pour savoir qui aura le droit ou pas à des ventilateurs? Et si oui, est-ce que ça sera un critère d'âge? Donc, il y a eu beaucoup d'inquiétudes. Nous, on n'y est pas arrivé, mais il ne faut pas oublier que nos collègues italiens... L'OMS a une excellente campagne pour contrer l'agisme. Vous voyez ici une vignette où il joue avec le mot « âge », alors ça fait « blocage » ou « blocage ». Et vous ne devriez jamais avoir à ressentir cela en raison de votre âge, donc rejoignez le mouvement. Et c'est peut-être une des choses très, très fortes actuellement qui nous est proposée, c'est est-ce qu'on pourrait avoir un mouvement fort international de gens qui disent c'est assez les conflits entre les générations, c'est assez le fait de minimiser qui sont les aînés, est-ce qu'on ne peut pas se joindre pour ensemble essayer de faire changer des choses? Donc, pendant la pandémie et les urgences, l'agisme institutionnel prend le dessus et se manifeste par des décisions de triage qui restreignent l'accès aux ressources critiques en fonction de l'âge. C'était l'exemple que je vous donnais il y a quelques secondes. On pourrait se donner aussi d'autres réflexions qui sont tirées du Québec.
Vous savez, je travaille en matière de lutte contre la maltraitance envers les aînés depuis 1987, donc bientôt 35 ans. Et c'est la première fois quand même dans ma vie où j'ai entendu un premier ministre parler, à un moment donné, de négligence organisationnelle. Donc, M. Legault, qui s'est bien rendu compte que ça n'allait pas du tout dans différents milieux d'hébergement et qui a employé le mot négligence organisationnelle. On ne l'avait jamais entendu avant. Donc, on voit à quel point la crise a vraiment exacerbé et permis de mettre en lumière différentes situations de maltraitance. Donc, le portrait que je vous brosse, on peut dire qu'il reste préoccupant, puis il doit être pris au sérieux. Et même si on est en fin de troisième vague, on sait quand même que l'agisme réduit la qualité de vie des personnes âgées, accroît leur isolement social et leur solitude, qui sont tous deux associés à de graves problèmes de santé, et ça peut même accroître les risques de violence et d'abus à leur égard. Là, j'ai pris une définition de l'OMS. On s'entend que nous autres, on n'aime pas tellement le mot abus au Québec. On parle plus maintenant de maltraitance, qui comprend à la fois de la violence et de la négligence. Un autre exemple avec les jeux de mots de l'OMS, saccager. Donc, vous ne devriez jamais avoir à ressentir cela à cause de votre âge. Et encore le même appel, rejoignez le mouvement. Donc, la campagne de sensibilisation de l'OMS nous dit l'agisme est nuisible et endommageable. Donc, ça va endommager la santé physique, mentale, ainsi que le bien-être social des personnes âgées. J'arrive au deuxième bloc de mon intervention, qui est sur lui qui traite d'agisme et d'isolement social, où on se rend compte qu'il peut y avoir une accumulation de plusieurs facteurs de risque. D'abord, l'isolement social, c'est quelque chose dont on traite depuis plusieurs années. On sait de plus en plus à quel point ça a des effets néfastes sur la santé de tout un chacun, mais en particulier sur la santé des aînés. J'ai une collègue américaine qui est Mme Lundstadt qui avait fait une recension systématique sur les effets de l'isolement social et elle disait qu'être isolé socialement, c'était aussi dommageable sur la santé que le fait de fumer un demi-paquet de cigarettes par jour. Donc, ça vous donne une image. Qu'est-ce que c'est l'isolement social? C'est souvent un manque objectif de contacts sociaux significatifs et soutenus. Donc, des gens qui ont peu de contacts ou qui peuvent avoir des contacts, mais qui ne sont pas significatifs. Et c'était déjà considéré comme un facteur de risque à forte validité sur la santé des aînés, donc avant la pandémie. Donc, on l'a dit tout à l'heure, la pandémie a exacerbé l'isolement social, entre autres par des gestes barrières qu'on a voulu se donner, des gestes barrières qui a été beaucoup de réduire les contacts. Mais quand les contacts en personne n'ont pas pu être remplacés par d'autres types de contacts, soit téléphoniques, soit à travers une vitre, soit de façon virtuelle, bien, on s'est rendu compte que ça a eu beaucoup d'effets et les gens qui travaillent en santé publique craignent que ces effets-là puissent ressortir pendant les années à venir. Donc, c'est un constat qui est valable à la fois pour la maltraitance qui est vécue à domicile, tout comme la maltraitance vécue en centre d'hébergement. Et on pourrait aller aussi en disant valable pour tout milieu de vie des personnes aînées. Moi, j'ai eu l'occasion de discuter régulièrement, entre autres avec des gens qui étaient en résidence privée pour aînés, qui ont manifesté de grandes inquiétudes à ce sujet. Donc, les mesures strictes de confinement au domicile et l'interdiction des visites des proches aidants en centre d'hébergement ont influencé négativement les capacités de repérer les situations de maltraitance. Et ça l'a préoccupé et c'est partout à travers le monde. Je ne vous parle pas juste au Québec. Pourquoi? Ben, parce qu'on sait que depuis plusieurs années, c'est quand même bien documenté, que quand des gens de l'extérieur visitent différents milieux, sont peut-être susceptibles de voir des choses, et en particulier dans des milieux d'hébergement où quand les gens sont en grande perte d'autonomie physique ou cognitive, ils peuvent moins par eux-mêmes faire des demandes de soutien.
On sait que les proches aidants ont trouvé les derniers mois, ou en fait les premiers mois de la pandémie très, très difficiles. Et encore jusqu'à maintenant, il y avait eu certains assouplissements. Et on a vu Mme Blais qui a annoncé d'autres assouplissements dernièrement pour que les gens puissent recommencer à se voir. Il y avait quand même eu déjà un grand pas de franchi quand on a dit qu'il y aura au moins une personne par famille qui pourra y aller. Dans certains milieux, c'était 2. Et là, on a réouvert et je pense que ça arrive comme un grand soulagement pour tout le monde. Les proches aidants ont souhaité beaucoup être entendus dans la dernière année. Les aînés aussi ont souhaité être entendus. Et moi, je souligne ça de façon très, très positive parce que peut-être que la parole des aînés sur certains sujets, on ne l'entend pas toujours. Et là, elle s'est beaucoup structurée. Bien sûr, il y a eu des aînés plus leaders qui ont pris des paroles plus fortes. Je pense entre autres à Jeannette Bertrand qui a quand même beaucoup poussé pour qu'on entende plus les aînés. Mais il y a eu aussi plein de ces gens qui sont des gens qui donnent dans leur quotidien à autrui, des gens très dédiés, des gens plus anonymes qu'à un moment donné, on dit, s'il vous plaît, ce qui se passe n'a pas de sens et il faut pouvoir continuer à garder des contacts. Donc, si je fais un lien entre l'agisme, l'isolement social et la maltraitance en contexte pandémique, ben, on se rend compte que on peut voir partout, pas juste au Québec, mais bien à travers le monde, une exacerbation de la maltraitance. Et comme je vous le nommais tout à l'heure, puis je vais y revenir, peut-être que ce qu'on a compris cette année, plus que jamais, c'est de déplacer la lorgnette d'une maltraitance d'un individu envers un autre, bien qu'elle soit hyper importante, donc ce qu'on appellerait la maltraitance interpersonnelle, pour y inclure de plus en plus une réflexion sur les aspects organisationnels et systémiques de cette maltraitance-là. Bien sûr, on a des éléments qui nous amènent à réfléchir, à savoir s'il n'y a pas eu ou pas d'exacerbation de la maltraitance dans les relations interpersonnelles. Au Québec, on sait qu'on s'était beaucoup inquiété, entre autres, de la baisse des signalements à la DPJ, donc la Direction de la protection de la jeunesse, en disant on a moins de signalements parce que les enfants ne sont pas dans les écoles, donc il y a peut-être moins de dépistage. On a tout le monde vu aussi une exacerbation puis une attention accrue sur la violence interpersonnelle au sein des couples, hein, donc toute la question de la violence conjugale. Une sensibilité de plus en plus grande à un drame social qui sont les féminicides en contexte de couple. Donc, on peut penser qu'il y a eu aussi une exacerbation de la maltraitance envers les aînés derrière des portes closes. Et ça va nous prendre encore plusieurs mois avant de venir à bout de mettre tout ça à jour. Au Québec, ce qu'on a quand même nommé concernant la pandémie, ça a été des préoccupations très grandes des gens par rapport à des atteintes à des droits et aussi aux libertés individuelles. Donc, quels étaient les droits des uns, quels étaient les droits des autres, et quand on met des restrictions basées sur l'âge, comment certains peuvent vivre cela comme des atteintes très, très importantes. Et c'est là que je vous disais que ma collègue Martine Lagacé, entre autres dans ses travaux, nous parlait d'agisme intragénérationnel, c'est-à-dire des aînés entre eux qui ont développé des positions très agistes et qui voulaient beaucoup se distinguer les uns des autres. Alors que quand on travaille en gérontologie depuis plusieurs années, comme je le fais, on sait depuis longtemps que s'il y a un groupe qui n'est pas monolithique, c'est bien celui des aînés. Tout dépendant de l'âge à lequel on fait commencer le groupe des aînés, si on le fait commencer à 60 ou 65 ans, et on sait que ça s'étend jusqu'à 100 ans et plus, parce qu'il y a de plus en plus de centenaires, bien, dans tout ça, il y a de la diversité non seulement d'âge, mais il y a de la diversité selon le genre, il y a de la diversité selon l'état de santé, il y a de la diversité selon les origines ethno-culturelles, le fait que les gens soient de Première Nation. Il y a aussi de la diversité concernant certains groupes plus minoritaires comme les aînés LGBTQ. Et je vous dirais, nous, dans la dernière année, on a terminé un projet de recherche avec l'Office des personnes handicapées du Québec. Je peux vous parler aussi d'une grande diversité par rapport à des aînés qui ont des incapacités et qui subissent de la maltraitance. On sait aussi, ça a été bien rapporté dans les médias,
que la pandémie a limité l'accès à des soins de santé et des services sociaux de qualité, notamment en CHSLD, du moins pendant une certaine période, et qu'il y a eu toutes sortes de travaux de fait, entre autres, pour essayer de pallier à tout ça. Rappelez-vous notamment l'été dernier où on a formé à la hâte, avec un cours plus condensé, un certain nombre de préposés aux bénéficiaires parce qu'on savait qu'on en avait urgemment besoin. Donc, ça nous prenait des gens formés et on a accepté socialement que leur formation soit plus courte pour qu'ils arrivent plus rapidement dans le milieu du travail. Donc, si vous voulez considérer des actions de sensibilisation et des actions de prévention, il y a différents exemples qu'on peut vous donner. On a mis, entre autres, ici, 3 éléments, mais il y en aurait d'autres. Le premier, c'est de savoir que l'Organisation mondiale de la santé a conçu un kit d'outils dans le cadre de sa campagne mondiale contre l'agisme. Je vous ai montré, entre autres, les mots, les jeux de mots avec le mot âge, comme saccager, qu'on a vu tout à l'heure. Donc, ça vaut la peine que vous ayez cherché ces outils-là. Et je pense qu'on peut se faire des animations tout à fait pertinentes au Québec avec ça. On a aussi, au Québec, le gouvernement a mis en ligne une formation pour les partenaires des services qui sont hors réseau de la santé et des services sociaux. Vous pouvez le retrouver gratuitement en ligne si vous cherchez dans votre moteur de recherche « Formation continue partagée pour les membres du réseau ou hors réseau là, sur la lutte contre la maltraitance envers les personnes aînées ». En fait, il y a 2 formations, excusez-moi, c'est moi qui ai introduit la confusion. Une pour les partenaires et l'autre pour des gens du réseau qui veulent aller chercher des compléments d'information. C'est gratuit, c'est bien fait et ça nous permet d'en parler. Le dernier point, mais non le moindre, c'est que vous savez que depuis 2017, nous avons une loi visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés et toute personne majeure en situation de vulnérabilité. Ça fait déjà donc 4 ans que nous avons cette loi qui prévoit dans sa facture actuelle le signalement obligatoire de la maltraitance dans 2 cas de figure très précis. Le premier étant en CHSLD, donc pour toute personne qui vit en CHSLD, donc qu'elle soit aînée ou plus jeune. Et le deuxième, c'est concernant toutes les personnes qui sont sous régime de protection, donc tutelle, curatelle, conseiller aux majeurs ou des gens pour qui le mandat de protection a été homologué. Si vous avez suivi l'actualité québécoise, vous avez vu que la semaine dernière, Mme Blais, notre ministre responsable des aînés et des proches aidants, a déposé à l'Assemblée nationale pour faire un projet qui vise en sorte à réviser cette loi-là pour lui donner plus de mordant. Il y a différents changements qui sont proposés, dont l'introduction de pénalités quand les gens ne signalent pas. C'est-à-dire que si je suis au courant d'une situation de maltraitance en CHSLD ou contre une personne sous régime de protection et que je ne signale pas, avant, dans l'ancienne mouture de la loi, les gens pouvaient s'exposer à des pénalités de leur ordre professionnel s'ils étaient membres d'un ordre. Mais là, on a élargi ça avec des pénalités qui sont plus des pénalités d'ordre d'amende qui peuvent être plus salées. Donc, c'est un des changements possibles. J'invite tout le monde à surveiller ça parce que, donc, on avait une loi depuis 4 ans et là, on lui donne un tour de roue supplémentaire. J'arrive à ma conclusion. Ma conclusion qui se veut, pour ceux qui me connaissent, une conclusion un peu optimiste, puis qui m'apparaît importante en cette journée internationale de sensibilisation à la lutte contre la maltraitance envers les aînés. Alors, je suis une grande fan de Leonard Cohen, comme probablement un certain nombre d'entre vous. Donc, ce Montréalais qui a eu cette carrière internationale absolument extraordinaire, qui est décédé en 2016. Et il y a une petite phrase qu'il avait dans un de ses poèmes qui était « Il y a une fêlure dans chaque chose, c'est par là que passe la lumière ». En fait, mon message, c'est que dans nos rôles souvent de témoins, ou nos rôles où quelqu'un vient nous confier qu'ils ont vécu une situation difficile, donc ils nous font une demande d'aide,
C'est à nous souvent d'essayer de trouver la petite brèche qui va nous permettre de faire entrer la lumière dans la vie des gens qui vivent la maltraitance. Donc, c'est un message d'espoir. Vous savez, une journée par année pour parler de la maltraitance, c'est pas assez. C'est pour ça que de plus en plus de gens vont dire c'est pas juste le 15 juin, ça devrait être pas juste une journée, ça devrait être une semaine complète. Il y en a même qui me disent on devrait faire comme en violence conjugale et avoir un mois complet. Mais ce qui compte, c'est plus on en parle, plus on va être plusieurs à pouvoir travailler dans une perspective où on veut faire entrer la lumière dans la vie des gens qui vivent de la maltraitance. Avant de vous quitter, en fait, de vous quitter dans ma conférence, mais d'ouvrir pour la discussion, Julien vous parlait tout à l'heure du fait qu'on a une infolettre et surtout qu'on a un site Internet à la chaire. Il vous disait, entre autres, que le webinaire d'aujourd'hui sera enregistré et disponible sur ce webinaire. Donc, l'adresse est facile à retenir, www.maltraitancedesainées.com. Donc, sur ce site Internet, vous trouvez nos publications, vous trouvez une médiathèque dans laquelle on met énormément de nos interventions. Et vous pouvez, c'est nouveau depuis quelques mois seulement, vous inscrire à une infolettre. Donc, mensuellement, on vous envoie différentes interventions qu'on a faites, différentes informations. En fait, on vous tient au courant. Donc, au lieu que vous veniez nous visiter régulièrement, on vous amène de l'information et comme ça, vous restez à la fine pointe et ça nous permet d'être en dialogue. Donc, je vous invite à vous y inscrire largement. Mon PowerPoint se termine par 2 diapos de référence sur lesquels je ne reviendrai pas, mais juste pour vous montrer qu'on a vraiment voulu appuyer notre conférence sur un certain nombre d'écrits rigoureux. Je vous remercie de votre participation. C'est important qu'on soit autant de gens en ce 15 juin ou dans la semaine du 15 juin à partager. Et d'emblée, je vais arrêter mon PowerPoint. Je pense que normalement, c'est fait, pour qu'on puisse ouvrir une discussion, un dialogue. Alors, Julien, est-ce que mon PowerPoint est bien arrêté? Oui, oui, merci Marie. En fait, comme Marie le disait si bien, on a réservé une période de 20 minutes approximativement qui va servir à entrer en échange avec vous. Donc, si jamais vous avez des questions, vous pouvez les écrire dans l'espace de discussion du Teams ou simplement également lever la main, comme je le disais en début de rencontre, avec la petite fonction qui se trouve en haut de votre écran. Puis, je vais vous donner un tour de parole lorsque ce sera rendu à vous. Donc, on avait quelques questions qui ont été colligées dans l'espace de discussion. La première, c'est de savoir si le PowerPoint sera rendu disponible. Ce qu'on peut faire, c'est prendre une capture PDF du PowerPoint et l'insérer au même endroit que va se trouver finalement l'enregistrement de cette conférence. Je vais également envoyer le document à chacun et chacune des coordonnateurs et coordonnatrices régionales de lutte contre la maltraitance envers les personnes aînées. Il y en a une par territoire socio-sanitaire au Québec. Ils pourront par la suite vous le réacheminer. Ça sera la façon la plus simple de faire circuler le PowerPoint. Donc, première question qui se veut un hybride entre un commentaire et des sous-questions. Ça va comme suit. C'est M. Jean-Yves Chouinard. Selon lui, la solution, à mon avis, passe par l'éducation, donc en lien avec la lutte contre la maltraitance. Les sous-questions vont comme suit. Qu'est-ce qui est fait ou sera fait au niveau de l'information médiatique et dans les institutions, soit en termes de maltraitance ou en termes de déconstruction des préjugés vis-à-vis des personnes les plus âgées? Alors, il y a déjà beaucoup de choses qui sont faites et on peut continuer à en faire beaucoup. Alors, quand je dis il y a beaucoup de choses qui sont faites, il faut savoir qu'au sein du réseau de la santé et des services sociaux, je vous ai parlé tout à l'heure de la loi sur le signalement de la maltraitance. Je vous ai parlé d'un seul volet qui était le signalement obligatoire, mais il y a plein d'autres choses dans cette loi-là. Et entre autres, il y a eu une obligation pour tous les établissements du réseau de la santé et des services sociaux de se doter d'une politique de lutte contre la maltraitance. Et dans cette politique-là, il y a tout un plan de formation aussi qui est déployé. Donc, on peut penser que tous nos intervenants du réseau de la santé et des services sociaux ont accès à de la formation continue parce qu'ils n'ont pas nécessairement eu
lors de leur formation collégiale ou universitaire des cours sur la maltraitance envers les aînés. Un autre sujet dont je peux vous parler, c'est la formation des policiers. Moi, j'ai le plaisir de siéger sur la commission de formation et de recherche de l'École nationale de police du Québec. Et je peux vous assurer que depuis quelques années déjà, il y a des vignettes pratiques dans la formation de nos futurs policiers qui ont été insérées. Donc, on les fait intervenir avec des comédiens acteurs dans des situations de maltraitance envers les aînés. Donc, ils en entendent parler aussi. On sait qu'il y a du matériel qui a été réintroduit dans les cégeps là-dessus. Dans les cours universitaires, dans différentes professions, il y a des blocs d'heures, voire des cours entiers qui sont donnés sur la maltraitance envers les aînés. Je pense entre autres à l'Université Laval où il y a un cours de premier cycle qui est donné. À l'Université de Sherbrooke, il y a un cours de 45 heures de deuxième cycle qui est donné. Et je pourrais continuer ainsi. En fait, ce que je suis en train de vous répondre, c'est autant pour la formation initiale que la formation continue, on a mis beaucoup d'accent. Il y a aussi des organismes qui donnent des conférences et de la sensibilisation dans différents milieux. Je vais vous parler d'un partenaire, entre autres en Estrie, et c'est un exemple que je vous donne. Je sais qu'il peut y en avoir d'autres ailleurs, mais pour moi, c'est un partenaire privilégié de la chaire. C'est un organisme qui s'appelle DIRA Estrie, qui fait des choses extraordinaires pour aller sensibiliser, animer des groupes de discussion avec des aînés, offrir du soutien, de l'accompagnement. Donc, en fait, ma réponse, c'est il y a beaucoup. On va continuer à développer, mais il y a déjà beaucoup. Je suis encouragée et honnêtement, moi qui travaille beaucoup sur la scène internationale, je suis contente de voir ce qu'on fait et je nous encourage juste à continuer à travailler dans la même direction. Excellent, merci. Je vois qu'il y a une personne qui a levé la main. Excusez-moi, c'est un petit peu là. Madame Josée Fortin, si vous voulez prendre la parole. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Oui. Je me demandais, l'application de la loi et de la politique dans nos établissements de santé et de services sociaux est faite, je crois, par les commissaires aux plaintes. Je ne suis pas très au courant là, de comment ça s'est déployé, mais je me demandais, est-ce que ça fonctionne bien selon vous? Est-ce que c'était la façon de faire pour bien appliquer la politique, les procédures dans nos établissements de santé et de services sociaux, le fait que ça passe par les commissaires aux plaintes? En fait, le signalement obligatoire, il y a deux possibilités. C'est soit au commissaire aux plaintes et à la qualité des services ou encore à la police quand c'est de nature criminelle. Cependant, quand je vous parlais tantôt des politiques internes et des programmes de formation, leur déploiement, ça n'a pas été fait ça par les commissaires aux plaintes. C'est vraiment des équipes dédiées à l'intérieur de chacun des CIS et des CIUS qui avaient comme mandat de développer des politiques qui sont propres à chacun des CIS et des CIUS, mais à partir d'un modèle provincial qui leur avait été donné. Maintenant, est-ce que certaines régions sont rendues plus loin que d'autres dans l'implantation de leur plan de formation puis dans l'implantation de leur politique? Je vous dirais oui, très certainement. On ne peut pas penser que toutes les régions fonctionnent de la même façon. Sauf que je suis plutôt encouragée et on a vu paraître en janvier dernier dans les médias, il y avait eu un rapport sur le nombre de cas signalés selon justement la fameuse loi sur le signalement obligatoire. Et on s'est rendu compte qu'il y avait des grandes variations entre les CIS et les CIUS. Et on pourrait penser, entre autres, que c'est peut-être lié justement à la façon où ils sont rendus dans le déploiement de leur politique et dans leur formation des gens. Donc, il y a du chemin de fait. Je vous mentirai en disant que c'est uniforme, mais il y a du chemin de fait partout. Ça, c'est certain. Merci. Donc, on a eu une question qui se voulait un peu plus technique, qui était est-ce que le kit d'outils de l'OMS est disponible sur leur site web? J'ai mis le lien dans la section discussion. Je vais également l'envoyer dans le courriel, comme je le disais, aux coordonnateurs et coordonnatrices régionales. Je le mettrai également dans notre section de site web, simplement pour que tout le monde soit au courant. Une question qui se veut plus au niveau de la disponibilité de ressources. Elle va comme suit. Avez-vous des ressources disponibles pour la lutte contre la maltraitance interpersonnelle en ressources intermédiaires?
Écoutez, normalement, les ressources intermédiaires, c'est sous l'égide du réseau de la santé et des services sociaux. Donc, ce serait effectivement de passer à la fois par nos coordonnateurs régionaux de lutte contre la maltraitance envers les aînés. Et ça, je ne l'ai pas encore parlé beaucoup, mais j'ai à peine remercié au départ 2 coordonnatrices qui avaient organisé l'activité. Mais on est privilégié au Québec, là. On a une vingtaine de coordonnateurs. Donc, dans chacun de nos territoires de santé et de services sociaux, donc dans nos CCSIUS, mais aussi on a des coordonnateurs régionaux qui ont des mandats plus larges. Donc, on a quelqu'un qui travaille avec les ententes cris de la baie James, on a quelqu'un qui travaille avec les Premières Nations et on a quelqu'un qui travaille avec les communautés culturelles. J'ai cru voir tantôt que celle pour les communautés culturelles était présente. Les autres le sont peut-être, je ne le sais pas. Donc, je me permets de nommer Louise Buzy-Beaulieu, qui est déjà dans ce dossier-là depuis plusieurs années. Donc, en travaillant avec nos coordonnateurs régionaux, en travaillant aussi avec les différents services à l'intérieur des CIS et des CIUS, il y a effectivement moyen de couvrir l'ensemble des services du réseau public et du réseau communautaire, puis certaines ententes de services qui sont prises un peu partout. Donc, notre modèle québécois se veut un modèle qui couvre large. Parfait, merci. Julie Leclerc, vous pourriez prendre la parole. Est-ce que Julie Leclerc est toujours présente? Dans ce cas-là, nous allons passer à une prochaine remarque qui se veut plus un commentaire qu'une question. C'est écrit « Des activités intergénérationnelles organisées avec des jeunes est une très belle façon de sensibiliser ». Auriez-vous quelque chose à ajouter? Oui, bien là, je ne suis pas allée dans tout le rapport de l'OMS parce que je n'avais pas le temps aujourd'hui, mais dans les activités qui sont évaluées et qui semblent donner beaucoup de résultats, c'est justement les activités intergénérationnelles. C'est parmi les activités les plus gagnantes pour casser les préjugés d'un côté comme de l'autre. On avait vécu, nous, une expérience à toute petite échelle au sein de la chaire de recherche il y a quelques années où j'ai eu une étudiante qui voulait organiser des activités intergénérationnelles sur l'intimidation. Et elle avait réuni des personnes âgées et des jeunes du secondaire et c'était très intéressant parce qu'on entend beaucoup plus parler de l'intimidation dans les écoles qu'envers les aînés, bien que là, on a fait du chemin avec ces dernières années pour les aînés. Et ce qui était très beau, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il pouvait y avoir aussi de la part des aînés une méconnaissance de ce que vivaient les jeunes, comme de la part des jeunes, une méconnaissance de ce que vivaient les aînés. Donc, quand on est capable de créer des espaces de dialogue intergénérationnel, c'est souvent dans les choses les plus gagnantes. Donc, oui, merci de l'avoir amené. C'est une très bonne stratégie. Merci. Je vois que Julie Leclerc a activé son micro. On ne l'entend pas. D'accord. Madame Renée Desjardins, s'il vous plaît, vous pouvez prendre la parole. Oui. Renée, on t'a à peine entendu puis tu as refermé ton micro. Oh, désolée, petit problème technique. Donc, merci Marie pour la présentation. En fait, je voulais parler parce qu'on a souligné le travail du réseau de la santé et des services sociaux, mais je trouve important de dire que dans nos communautés, nous travaillons avec les organismes communautaires, les entreprises d'économie sociale, les tables régionales de concertation pour les aînés, les policiers. En fait, toute cette concertation qui demande beaucoup de travail chez nous, en tout cas, puis dans beaucoup de régions, pour avoir eu le témoignage de plusieurs des coordonnateurs, en tout cas, c'est quelque chose qu'il faut souligner et il faut inviter les personnes à aller frapper aux portes de ces organismes-là aussi, qui ont la compétence et les connaissances pour soutenir des aînés ou des personnes dans la communauté. Donc, voilà. Merci, Renée. Puis effectivement, je fais mon mea culpa. Je n'ai pas assez parlé de tous les partenaires qui sont hors réseau de la santé et des services sociaux, mais qui sont vraiment hyper importants. Et la chose première, je pense que tu l'as bien nommé, travailler avec les associations d'aînés. C'est toute la différence entre
par ou pour des aînés et on essaye d'être le plus possible dans du par et avec des aînés plutôt que juste pour eux. Et ça m'apparaît donc très, très important. Merci. Marielle Labré, si vous voulez prendre la parole, ce sera à votre tour. Bonjour, j'aimerais savoir, on parle de la loi, est-ce qu'elle s'applique seulement pour des gens qui sont en institution? Puis qu'est-ce qui arrive quand il y a un cas de maltraitance, mais à domicile? Pour l'instant, la loi, et on verra avec sa révision, là, mais pour l'instant, la loi s'applique dans 2 cas de figure, les personnes en CHSLD ou les personnes qui sont sous régime de protection, que ces gens-là soient à domicile, en résidence intermédiaire, en résidence privée pour aînés ou ailleurs. Maintenant, toutes les situations de maltraitance envers les aînés à domicile, vous savez, même si on n'a pas le signalement obligatoire, on peut faire beaucoup de choses. Hein. Donc, là, je vous parlais vraiment d'un volet de la loi sur le signalement obligatoire, mais c'est là que rentre en compte tout le travail qui se fait avec les coordonnateurs régionaux et très souvent pour les aînés à domicile, un travail qui peut se faire à travers la fonction CLSC des CIS et des CIUS, en particulier très souvent dans les services de soutien à l'autonomie des personnes aînées, où il peut se faire des choses. Il y a des organismes communautaires qui sont très présents aussi pour travailler dans ces dossiers-là. Je vous ai nommé d'Ira-Estrie tout à l'heure. Il y a beaucoup de services policiers qui travaillent aussi beaucoup en soutien aux personnes qui ne vont pas nécessairement aller vers une criminalisation rapide de la situation, mais beaucoup en information, en soutien, dans ce qu'on appelle soit des préventionnistes ou des agents sociaux communautaires. Donc, oui, madame, il peut se faire beaucoup de choses. Il faut juste reconnaître, par contre, qu'au Québec, et je le salue, on a quand même toujours mis de l'avant le fait de respecter l'autodétermination de la personne aînée. Donc, on ne peut pas intervenir à domicile si une personne aînée ne souhaite pas qu'on y intervienne. Ça nous prend vraiment tout un travail de concertation et surtout un travail d'acceptation de sa part. Donc, pour poursuivre sur la loi, je vais en ordre chronologique des questions. Devons-nous déclarer tous les gestes de maltraitance pour toutes les personnes âgées ou seulement pour les personnes déclarées inaptes en CHSLD exclusivement? En CHSLD, c'est tout le monde. Personne inapte, en fait, personne sous régime de protection, c'est vraiment important. Personne sous régime de protection, peu importe là où les gens sont. Excellent. Je viens de voir qu'il y a eu un message qui est rentré de quelque chose dont j'ai oublié de parler, mais en fait, je voulais le dire, puis je l'ai oublié. Il ne faut pas oublier qu'on a au Québec aussi la ligne Aide à but aîné, hein? La ligne Aide à but aîné qui fait un travail extraordinaire et qui a 2 volets. La ligne Aide à but aîné reçoit des appels des personnes aînées elles-mêmes, de proches, des gens dans l'entourage qui s'inquiètent. Mais la ligne Aide à but aîné offre aussi un service de soutien à tout intervenant qui se retrouve dans un dossier de maltraitance et qui, par moment, voudrait bien pouvoir en discuter avec un ou une spécialiste pour pouvoir aller de l'avant et pouvoir cheminer. Donc, ce rôle de soutien-conseil de la ligne est vraiment hyper précieux. Un commentaire qui se veut également une question. On parle beaucoup de lutte contre la maltraitance, moins de bientraitance. Y a-t-il des interventions pour promouvoir la bientraitance qui ont démontré leur efficacité? Alors, ceux qui ont suivi l'évolution de nos politiques au Québec ont vu que dans le premier plan d'action gouvernementale pour contrer la maltraitance envers les aînés en 2010, on ne parlait pas encore de bientraitance. Par contre, en 2017, toute la question de la bientraitance a été introduite. Et effectivement, on présente vraiment la bientraitance comme étant des activités de promotion. Hein? Donc, on va promouvoir quelque chose de positif. Et la maltraitance, qui est vraiment plus une activité de lutte. Donc, on lutte contre un problème, puis on va faire de la promotion de quelque chose de positif. Et on voit que toute la question de la bientraitance se déploie de plus en plus. Souvent, c'est des stratégies hyper efficaces parce qu'on commence à parler dans une activité de bientraitance. Et une fois qu'on fait le tour de la bientraitance, on est capable de vraiment délimiter les pourtours et de voir ce qui ne va pas. Et souvent, la stratégie, en fait, c'est de parler de bientraitance pour arriver éventuellement à parler de maltraitance, donc ce qui ne va pas.
Et dans la question de la bientraitance, de la façon dont on l'a positionné au Québec, et il y a tout un travail, il y a un comité de terminologie sur la bientraitance qui existe depuis quelques mois, entre autres avec le secrétariat aux aînés. Et on veut vraiment continuer à renforcer cette approche de bientraitance en disant toujours que être bientraitant, pour nous, c'est plus que d'être bienveillant. T'sais, être bienveillant, c'est d'avoir une bonne intention envers l'autre. Mais être bientraitant, c'est vraiment de travailler de concert et surtout de prendre le temps d'entendre ce que la personne âgée souhaite. Souvent, entendre sa vision de la situation, entendre ce qu'elle souhaite. Et c'est toute cette façon d'être capable de marcher avec elle dans une direction qui est choisie envers l'aîné. Donc là-dessus, c'est un déploiement qui est très, très intéressant. C'est relativement nouveau, comme je vous dis, depuis 2017, ça fait 4 ans, mais il y a eu toutes sortes de stratégies d'animation qui ont été déployées. Il y avait, entre autres, une équipe qui était subventionnée par le ministère, qui était sous la direction de Sophie Etier, qui visait vraiment à regarder différentes stratégies de bientraitance dans différents milieux, en particulier CHSLD. Et je sais qu'ils ont rendu leur rapport il y a quelques semaines, donc vous allez en entendre parler. Donc, c'est un sujet de l'heure et je vous dirais que ça va rester un sujet d'actualité de plus en plus fort pour les prochaines années. Donc, le temps file, il nous reste environ 10 minutes d'échange et de questions. Vous parliez que la santé publique craint que les conséquences de l'isolement ressortent pour les années à venir. Selon vous, quelles conséquences sont envisagées? Écoutez, j'ai entendu la semaine dernière un terme que j'avais jamais entendu. Ça vient pas du Québec. J'étais à une conférence en France, évidemment à partir de mon bureau ici. J'ai beaucoup voyagé à partir de mon bureau cette année. Et la conférencière française a parlé du syndrome de la caverne. Là, sur le coup, j'ai tendu l'oreille. Je dis, qu'est-ce que c'est ça? C'est que des gens, à force d'avoir été confinés, isolés, même quand ils peuvent sortir, vont avoir tellement de crainte à sortir que ça va prendre énormément de temps avant qu'ils retrouvent toute leur aisance à sortir et être à l'aise en collectivité. Donc, ça, c'est une des conséquences qu'on peut craindre. On a vu aussi, ça a été documenté dans des conséquences plus physiques, des gens qui ont beaucoup limité leurs activités, qui ont perdu de la masse musculaire, entre autres, parce qu'ils ont moins fait d'activité physique. Principalement des gens qui ont des plus petits appartements, qui ne pouvaient pas nécessairement marcher beaucoup, faire beaucoup d'exercices. Il y a des gens qui avaient l'habitude, par exemple, de se rejoindre pour jouer à des jeux de société, à toutes sortes de trucs qui ont cessé de le faire. Donc, il y aura des conséquences psychologiques, il y aura des conséquences physiques à moyen et long terme. Et on sait aussi qu'on s'entend qu'on est tous heureux parce qu'on est dans une phase où ça va de mieux en mieux, mais encore, le port du masque, un certain nombre de gestes barrières, ce n'est pas terminé non plus. Alors, il y en a pour qui ils ne seront peut-être jamais à l'aise de revenir éventuellement comme ce qu'on pouvait appeler avant mars 2020. Donc, quand je vous disais que ça prend plusieurs années, j'avais vu entre autres des résultats d'études de la Croix-Rouge quand ils nous parlaient de certains traumas qui ont été vécus par des gens. Des fois, ça prend 2-3 ans avant qu'on soit capable de vérifier l'ampleur des traumas. Pardon. Parfait, merci. Avec les règles sanitaires, certains maltraitants ont été mis à l'écart. Avec votre présentation, je comprends qu'il y a probablement eu une exacerbation de la maltraitance de façon générale. Avons-nous des chiffres plus précis à cet égard, à votre connaissance? J'en ai pas vu. J'aimerais ça vous dire que j'en ai vu. J'en ai pas vu. Le travail, je pense, qu'on pourrait faire au Québec, ce serait entre autres de travailler avec la ligne AWNE, voir si eux ont eu plus d'appels ou pas. Maintenant, est-ce que ça s'est traduit par plus de cas signalés ou pas? Je ne suis pas capable de vous le dire pour l'instant. Parce que les rapports des commissaires aux plaintes dont j'ai parlé tout à l'heure, bien qu'ils soient sortis en janvier cette année, portaient sur l'année d'avant, donc juste avant la pandémie. On pourrait regarder leurs prochains rapports, par exemple, qui vont porter probablement sur la première partie de la pandémie. Là, il y a quelqu'un qui partage son écran. Alors, je ne sais pas qui c'est. Donc, quelqu'un qui nous donne des exemples de procès-verbal.
Donc, si la personne, c'est Josée qui est une invitée qui nous partage son écran, je vous demanderai, Josée, d'arrêter votre partage d'écran. Donc, est-ce que j'ai perdu mon fil, Julien? J'étais en train de te répondre à la question. Peux-tu me répéter le fil? Oui, comparer les rapports annuels des années avant pandémie versus post-pandémie. On n'a pas les chiffres. En fait, c'est ça que je suis en train de vous dire. On n'a pas les chiffres, ça va être à surveiller. Parfait, merci. La personne qui a pris le contrôle de l'écran devrait, s'il vous plaît, arrêter. Josée, s'il vous plaît, merci. Question commentaire, puis ça sera l'avant-dernier, je dirais, puisque les autres peuvent se regrouper. Avez-vous entendu parler de personnes qui ne sont pas satisfaites par le recours au commissaire aux plaintes? Un ami n'a pas été satisfait du tout. Pour ma part, je suggère que le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec devrait inclure un processus de médiation quasi automatique par une ressource externe choisie en dehors du réseau. Qu'en pensez-vous? J'ai moins entendu parler de gens qui n'ont pas été satisfaits, mais je ne suis pas étonnée non plus que ça puisse transparaître. Dans ce genre de service-là, il y a probablement beaucoup de variations entre un endroit et un autre. Puis bon, je ne suis pas certaine que les commissaires aux plaintes peuvent toujours répondre de façon satisfaisante à tout un chacun. Maintenant, quel est le recours quand on est non satisfait du travail du commissaire aux plaintes? Effectivement, ça, c'est une bonne question. Puis l'idée de la médiation, je vous dirais que ça serait fort intéressant à parler avec le réseau de la santé et des services sociaux. C'est peut-être une piste à regarder. Mais honnêtement, je ne m'y suis jamais penchée. Mais merci de la question, ça va me faire réfléchir. Parfait. Puis, dernière question, commentaire. Puis, on pourra donner la parole de fermeture à Mme Bertrand. Je suis très surprise. C'est un commentaire sur l'application de la loi. S'il vous plaît, fermez vos micros. On est à la toute fin. Merci. Je suis très surprise d'entendre que c'est seulement pour les usagers sous régime de protection à RI et RTF. Ce n'est pas ce que notre politique de lutte contre la maltraitance indique dans notre 6. Puis, deuxième commentaire qui pourrait se joindre, c'est vous avez parlé des CHSLD. Qu'en est-il pour les résidences privées pour aînés? Moi, je vous parle de la loi qui est en application actuellement. Je ne vous parle pas des modifications qui s'en viennent. OK, c'est vraiment important. Là. Je vous parle de la loi qui est en place depuis mai 2017, 28 mai 2017. Et c'était CHSLD et personnes sous régime de protection, peu importe où elle vit. Maintenant que dans chacune des régions, on veut y élargir ou pas, et surtout qu'on veut y encourager, parce qu'on peut renforcer le signalement sans le rendre obligatoire, mais on peut se dire dans des régions que nous, on porte une attention particulière au RI et au RTF, puis qu'on encourage les gens à le faire. Mais à ce moment-là, ce n'était pas sous la forme d'une obligation dans la loi. Maintenant, surveillons ensemble les autres volets de la loi qui s'en viennent. La même chose, la loi sur le curateur public, comme plusieurs d'entre vous savez peut-être, a aussi changé dans la dernière année, mais ce n'est pas encore en application. Ce sera en application d'ici juin 2022. Et là aussi, on va voir des choses différentes concernant les régimes de protection. Merci beaucoup. Je céderai la parole à Mme Bertrand pour le mot de clôture de notre rencontre d'aujourd'hui. Oui, donc un grand merci là, à la Chaire de recherche pour cette conférence et à Mme Beaulieu en particulier et à Julien aussi, qu'Adieu Jeunesse pour l'organisation du webinaire. Comme je disais plus tôt, c'est un webinaire là, qui était prévu pour Montréal et on a pu en faire profiter là, à l'ensemble du Québec. Donc, je retiens particulièrement du webinaire qu'on est tous concernés par l'agisme, personne n'en est exempt, qu'on soit des travailleurs du réseau de la santé et des services sociaux ou non. Que ce soit par le regard qu'on porte sur les aînés, sur le vieillissement, que sur le regard que l'on porte sur soi comme aîné ou comme personne aînée en devenir. Je retiens aussi l'importance d'être inclusif dans notre regard, car les réalités des aînés peuvent être très différentes. C'est peut-être une des façons qu'on a pour faire entrer la lumière, comme le disait Mme Beaulieu. Rappelons-nous aussi d'être bien traitants envers les personnes aînées. Soyons d'autant plus présents auprès d'eux à l'heure du déconfinement.
Et aussi, pour faire suite à la présente conférence et en guise de conclusion, je vous invite à participer au panel qui va porter sur l'isolement chez les aînés en contexte de pandémie. Au niveau, là, en fait, pour réduire le risque de maltraitance et promouvoir la sécurité, c'est un panel qui est formé de 3 représentants d'organisations qui ont joué un rôle significatif pour briser l'isolement des aînés engendré par la pandémie à Montréal, qui sont le service de police de la Ville de Montréal, la Direction régionale de santé publique et la Coalition pour le maintien dans la communauté. Le panel va avoir lieu le 16 juin de 11h45 à 1h et je vais vous mettre là les informations dans le chat. Donc, merci encore à Mme Marie Beaulieu et aussi aux participants, là, à vous tous pour avoir accepté notre invitation et être présents aujourd'hui. Un très grand merci à vous tous et toutes d'être présents. Au moment le plus important de la conférence, nous étions tout près de 400 personnes en simultané. Donc, je vous remercie là, de votre présence et de votre intérêt pour le sujet. Ça fait chaud au cœur. Donc, là-dessus, nous vous souhaitons une bonne fin de journée, une bonne semaine là, de promotion et de sensibilisation à la lutte contre la maltraitance. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.